Bonjour à tous et bienvenue pour cette soirée à thème sur les TCC appliqués au couple. Je suis Cyril Richard et je serai votre animatrice. Sinon, je suis également psychologue, neuropsychologue, spécialisée également en TCC. J'anime cette conférence pour le compte de l'Association des praticiens en thérapie cognitive et comportementale de Bourgogne. Donc c'est parti! De quoi allons-nous parler? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs éléments. Tout d'abord, nous allons nous interroger sur la façon dont nous construisons nos idéaux et nos références de couple. Ensuite, nous parlerons de la façon dont nous confrontons ces fameux idéaux avec la réalité. Et puis, nous parlerons également du couple hétérosexuel avec cette question, est-ce véritablement un piège pour les femmes? Les couples de même sexe, hétérosexuels et ou bisexuels font-ils face aux mêmes défis? Et puis enfin, eh bien, nous regarderons ce que les TCC peuvent apporter dans notre compréhension et dans notre façon de prendre en charge les couples qui viennent nous rencontrer. Alors, avant toute chose, on va se poser une première question qui est pourquoi se met-on en couple? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Tout d'abord, eh bien, la première, c'est parce qu'on s'aime, ce qui est une assez bonne raison de se mettre en couple. Mais sinon, on peut également se mettre en couple par respect pour les convenances ou par conditionnement. On peut également se mettre en couple parce que cela contribue à notre satisfaction générale. Aussi pour retrouver une certaine sécurité affective, sociale, économique, mais ça peut être également parce qu'on a un projet de fonder une famille ou pour avoir toujours un partenaire affectif, sexuel, professionnel, de tâches ménagères à portée de main. Pour d'autres, eh bien, ce sera pour ne pas être seul, ou alors parce qu'on a peur de se le retrouver lorsque l'âge progressera, ou simplement parce qu'on estime justement qu'on est arrivé à l'âge où on devrait être en couple. Et puis après, eh ben, il y a une autre question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est forcément que deux dans un couple? Et ça, c'est une question qui est de plus en plus questionnée justement à l'heure actuelle. On peut aussi se mettre en couple un peu par sentiment de devoir ou par respect des traditions. Et puis pour d'autres, eh ben, ça va être la crainte de voir l'autre choisir un autre partenaire qui va les pousser justement à s'engager. Pour certains, ce sera également parce que être en couple apporte une certaine sécurité. Et puis enfin, eh bien, il y a parce que nos figures de référence vont nous avoir un peu contraints ou forcer la main, ou simplement parce que justement, en les ayant observés être en couple, on va se dire que nous aussi, on a envie de les imiter. Et puis finalement, après, il y a aussi parce qu'on a la crainte de se retrouver isolé. Et puis sinon, il y a aussi parce qu'on a le projet de se marier. Et puis finalement, on peut aussi se dire, bah, pourquoi pas? Qu'est-ce qui va constituer l'engagement dans le couple? Eh bien, c'est une question que se sont posées Guiguerre, Fortin et Sabourin dans une étude en 2006. Et donc, après avoir interrogé plusieurs couples, ils sont arrivés aux trois grandes sources motivationnelles pour s'engager. Il y a tout d'abord l'amour et la satisfaction de vivre avec son partenaire. Il y a le sentiment de sécurité émotionnelle également que peut donner le couple. Et puis sinon, il y a également le sens d'obligation morale et le désir d'éviter des sanctions financières ou sociales qui résulteraient d'une rupture. Et puis après, bah, qui dit s'engager dit qu'il peut y avoir également des difficultés à s'engager. Et là, elles vont être assez multiples. Il peut y avoir tout d'abord, pour certains couples, un effort de séduire un partenaire qui serait plutôt méfiant, plutôt détaché ou plutôt indisponible. Et puis ensuite, il y aurait le désintérêt lorsque le conjoint réticent finit par accepter de s'engager. Et ça, c'est quelque chose qu'on va observer notamment avec le premier couple en illustration, qui est Carrie Bradshaw et Mr. Big. Pour d'autres, les difficultés d'engagement vont se situer avec l'incapacité à prendre une décision et puis la paralysie d'un des conjoints quand vient le moment d'intensifier l'engagement. Pour d'autres, ce seront les ruptures temporaires multiples qui pourraient être des difficultés à s'engager. Et puis pour d'autres personnes encore, ce seront des difficultés à s'éloigner de la famille d'origine ou des amis pour s'engager émotionnellement avec un conjoint. Et c'est ce qu'on retrouve dans le second couple en illustration, qui est Bernadette et Howard de Big Bang Theory. Pour d'autres, on va retrouver l'impulsivité qui va conduire à escamoter les étapes en fait intermédiaires, c'est-à-dire ce sont des personnes qui vont s'engager dans leur vie de couple de façon très impulsive, quitte justement à oublier ou à passer certaines étapes en accéléré. Et après, cela peut induire justement d'autres difficultés parce qu'un couple s'inscrit avant tout dans la durée et que lorsqu'on est passé par-delà certaines étapes, on peut justement se rendre compte que certains éléments n'avaient pas été suffisamment investigués avant de s'engager.
Un couple assez classique de la littérature qui a justement escamoté toutes les étapes, eh bien, c'est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, il faut quand même le préciser, ce sont deux ados qui ont 13 et 15 ans et qui, en presque 3 jours, vont quand même causer 6 morts. Après, dans les difficultés d'engagement, on peut avoir également l'établissement d'une relation où les engagements et les rôles sont diffus et changeants sur le plan de l'intimité, tant psychologique que sexuelle. Et puis finalement, dernière difficulté au niveau de l'engagement, c'est l'accroissement des sentiments de vulnérabilité qui sont liés avec l'impression de s'engager. Pour certaines personnes, l'engagement peut être signe non pas de sécurité, mais de vulnérabilité. Pour ce qui est des idéaux et des références de couple, eh bien, il faut quand même se rappeler une première chose, c'est que avant tout, historiquement parlant, la première chose importante, c'était d'être en groupe, c'est-à-dire d'abord d'appartenir à un groupe social. Puis ensuite, il y avait le groupe familial, et puis finalement, il y avait le couple. Il faut quand même se rappeler que pendant très longtemps, une personne seule, c'était une personne qui était à risque, en fait, d'être marginalisée, mais c'était également une personne pour qui se retrouvait très fragilisée et pour qui le risque de ne pas survivre était réel. Que ce soit à l'époque de la préhistoire, où celui qui était hors de la horde pouvait réellement être en danger et voir sa survie être mise en péril, ou bien au moment du Moyen Âge, où globalement on allait se définir d'abord par sa profession et donc appartenir à soit une guilde, soit à un groupe social constitué autour d'une même corporation professionnelle, ou que ce soit le fait d'appartenir à une certaine classe sociale ou de pouvoir être référé à un groupe, soit un groupe social, religieux, financier et ainsi de suite. Dans tous les cas, ne pas appartenir à un groupe était une situation à risque. Après quoi, il y avait donc le groupe familial qui pouvait vous définir, et puis finalement, il y avait le couple, dans le sens notamment pour les femmes, où elles se définissaient d'abord en étant la fille d'eux, puis ensuite en étant l'épouse d'eux, et finalement en étant la mère d'eux. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, les femmes, justement, n'ont pas véritablement eu d'identité. Et il faut quand même se rappeler qu'il a fallu attendre 1965 pour que les femmes puissent avoir le droit d'ouvrir un compte bancaire sans d'abord réclamer l'autorisation à leur mari. On a gardé l'idée quand même qu'il faudrait que l'identité se dissolve totalement dans le couple. Et on va le repérer notamment sur le plan institutionnel, avec la perte du nom de jeune fille, avec les comptes bancaires communs, avec les déclarations d'impôts communes. Et bien souvent, justement, ça va être la croix et la bannière pour les femmes, soit pour conserver leur nom de jeune fille après le mariage, alors que cela est leur nom civil, et donc c'est leur identité, du berceau jusqu'à la tombe, soit pour garder le nom de leur mari au moment de la séparation, si jamais elles estiment que c'est d'abord ce nom-là qui les définit parce qu'elles ont vécu des décennies avec et que c'est sous ce nom-là qu'elles sont connues socialement. Et puis après, il y a aussi un autre point, c'est la codépendance sur les plans matériels, financiers, affectifs, qui sont toujours présentés comme étant une sorte de norme, au point qu'on vit le fait de ne pas vouloir fusionner avec l'autre comme étant un manque d'amour ou une anomalie. Pour certaines personnes, la monogamie va être érigée comme étant le seul standard possible pour le couple. Et justement, ça va être difficile pour elles d'envisager qu'on puisse vivre autrement. Cependant, la jeune génération nous montre de plus en plus, justement, on peut tout à fait former des couples qui soient ouverts, ne pas être uniquement dans un couple exclusif, et pour autant, on reste quand même un couple. Après, tout reste une question de choix qui ne doit être ni imposé, ni extorqué, ni même considéré comme irrévocable. Dans ce qui va être nos idéaux et références de couple, eh bien évidemment, il y a l'influence sociale et plus précisément l'influence de la culture et de la pop culture. Bien souvent, les couples que nous allons observer, que ce soit dans notre entourage proche ou même que ce soit dans les séries ou les films, vont constituer en fait des références. Et donc, on va en fait apprendre en les observant et on apprendra à travers leur exemple à se comporter d'une certaine manière ou à ne pas se comporter d'une certaine façon. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant ou apprentissage social, tel qu'il a été défini par Bandura. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire une expérience pour avoir ou d'un apprentissage, pour en tirer des conclusions. Parfois, il suffit d'observer quelqu'un qui vous sert de modèle, faire une certaine action, avoir une certaine expérience et du coup obtenir certaines conséquences pour que vous appreniez justement que vous-même, si vous faisiez le même genre d'expérience, vous obtiendriez le même style de conséquences.
Et puis après, il y a une autre chose, c'est que la pop culture, c'est également un très bon vecteur pour diffuser les impératifs institutionnels et culturels qui vont influencer nos représentations sur les modes d'expression et de régulation de la passion amoureuse. Avec Internet et l'accessibilité du porno, on va avoir également une hypersexualisation des rapports humains, la propagation de stéréotypes psychologiques, sexuels et raciaux dont on va avoir du mal à se distancier. Et puis après, il peut y avoir également le détournement de la sexualité à des fins d'oppression sociale qui vont être totalement véhiculées par le porno. Et puis surtout, ça peut créer des attentes sexuelles irréalistes, une vision de la passion amoureuse qui serait fondée uniquement sur des rapports de force et puis surtout sur la valorisation d'attributs sexuels qui seraient artificiels. Et puis après, eh bien, on ne peut pas parler de couple sans parler également des styles d'attachement. Alors, pour rappel, moi, je me fie essentiellement à la théorie de Ainsworth et donc qui avait permis de définir des styles d'attachement principaux, à savoir le style d'attachement sécure, celui qui est anxieux ambivalent, l'évitant ou dismissive en anglais, et puis le style d'attachement désorganisé. Être dans un attachement sécure, évidemment, eh bien, on l'associe souvent au fait d'avoir des impacts plutôt positifs sur les relations entretenues avec soi-même et avec les autres. Et puis, il en va de même sur le plan social. Et puis, à l'inverse, on a tendance à associer tout ce qui pourrait être attachement anxieux ou évitant comme étant un facteur de risque et pour développer des relations qui seraient moins sécures ou en tout cas qui seraient moins satisfaisantes, voire carrément conflictuelles avec son partenaire. Souvent, ce qu'on va observer, ce n'est pas tant le style d'attachement qui va prédire le succès ou l'échec d'un couple, mais c'est plutôt la rencontre entre deux styles d'attachement et comment chacun va cohabiter. Alors, un autre point important, c'est l'attachement évitant, qui est souvent en fait associé justement à un désengagement dans les relations romantiques. Ces personnes ayant plutôt tendance à utiliser la distanciation comme étant une stratégie de coping face à la détresse et au sentiment de vulnérabilité. Alors, question, qu'est-ce qu'une relation de qualité? Eh bien, on a plusieurs facteurs qui vont prédire justement la qualité de la relation. Les caractéristiques de chacun des partenaires, évidemment, et ce qu'il va apporter à la relation. La façon dont chaque partenaire va percevoir la relation également, et puis comment les partenaires vont se comporter les uns envers les autres, tel que leur style de communication et puis de résolution de conflits. Et puis sinon, le niveau de soutien perçu envers les relations. Par exemple, celui apporté par les membres de la famille et ou les amis. Et puis pour revenir un petit peu à notre théorie sur l'attachement, eh bien, il faut se dire que l'attachement va se développer à travers les interactions avec les autres. Et donc nos styles d'attachement, dès qu'on a développé au cours de notre développement, va influencer le modèle cognitif interne de la personne que nous sommes. À partir de notre style d'attachement, en fait, nous allons interpréter d'une façon personnelle nos relations avec les autres, nos attentes, nos représentations mentales aussi sur nous-mêmes et sur les autres, et puis notre compréhension également des autres, et puis la représentation mentale que nous nous faisons du monde. Les styles d'attachement vont aussi influencer la représentation que nous avons sur le couple et sur les objectifs le concernant et concernant son fonctionnement. Alors, pour ce qui est de nos styles d'attachement, il y a une chose importante, c'est que l'anxiété d'abandon, voilà, qui va correspondre en fait à une hyperactivation du système d'attachement, eh bien, fait que nous allons avoir tendance à nous accrocher à notre conjoint pour avoir une réponse émotionnelle rassurante. Bon, quitte à, ça c'est un des effets secondaires, étouffer le dit conjoint. L'évitement de l'intimité, ça correspond plutôt à une désactivation du système d'attachement. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on risque de faire, c'est de taire nos besoins, minimiser notre détresse, et puis nous détacher émotionnellement pour ne pas ressentir la détresse et ne pas nous mettre en péril notre relation. Et puis après, pour ce qui est de l'attachement désorganisé, ça va se manifester par une alternance dans les conduites d'attachement avec beaucoup d'anxiété d'abandon et avec une alternance vis-à-vis de l'évitement de l'intimité. Alors, justement, puisque je vous parlais d'engagement, eh bien, on va parler donc de style d'attachement, mais également de désengagement dans le couple. Alors, il faut savoir que le désengagement amoureux, c'est un processus par lequel on a une accumulation de facteurs de stress généralement relationnels qui vont contribuer au retrait de la personne vis-à-vis de son ou de sa partenaire et de la relation. En général, on a trois grandes trajectoires. Soit un éloignement progressif des partenaires, mais qui va être sans détresse, en fait, c'est-à-dire simplement chacun devenant se lassant un petit peu de l'autre ou trouvant en fait d'autres intérêts en dehors de la relation.
Soit sinon, nous avons l'éloignement progressif avec la détresse chez l'un ou les deux partenaires, parce que cet éloignement, même chez la personne qui se détache, peut être aussi synonyme de détresse sur le plan psychologique ou émotionnel. C'est-à-dire que la personne sent qu'elle se détache, mais a l'impression de ne pas pouvoir réellement lutter contre ce détachement, tandis que l'autre, par exemple, peut se sentir complètement soumis à ce détachement et avoir l'impression qu'il ne peut rien faire pour recapter le partenaire. Et puis sinon, on a une distance qui va s'intensifier brutalement et qui va être associée à une très très grande détresse à la fois chez l'un et l'autre partenaire. Ça, on peut le repérer, par exemple, lorsque l'un des deux partenaires, par exemple, va avoir franchi une ligne rouge, c'est-à-dire avoir commis un comportement ou une succession de comportements qui vont être jugés comme étant inacceptables par l'autre et qui vont lui donner le sentiment qu'il ne peut pas y avoir de suite par rapport à leur relation. Le style d'attachement ne prédit pas l'engagement et le désengagement, ou le succès ou l'échec de la relation. Même si souvent on a tendance à penser qu'un style d'attachement sécure est plutôt synonyme de réussite entre guillemets pour le couple, et bien en fait, ce n'est pas parce que vous avez un attachement sécure que vous allez réellement avoir plus de chances de rencontrer le succès dans vos relations amoureuses ou dans votre vie de couple. On peut très bien avoir des couples qui sont basés sur des styles d'attachement chez l'un et l'autre partenaire qui peuvent être entre guillemets soit complémentaires, c'est-à-dire par exemple un style d'attachement anxieux et un style d'attachement sécure, soit sinon qui peuvent paraître a priori être incohérents ou en tout cas ne pas pouvoir aller ensemble, comme par exemple un style d'attachement anxieux avec un style d'attachement plutôt évitant. Ce qui sera déterminant, c'est surtout l'interaction entre les styles d'attachement des partenaires et puis leur stratégie d'adaptation comportementale face à la détresse. Alors, pour revenir un petit peu sur nos idéaux et nos références de couple, et puis pour rester sur la théorie de l'attachement, en fait, je vais vous citer les travaux de Crowell, Trebout et Waters de 1999. En fait, leur idée était que nos cognitions allaient influencer nos comportements. Donc ça, c'est plutôt cohérent avec la TCC en général. Mais surtout, eux, ce qu'ils introduisaient, c'était le fait que les styles d'attachement allaient influencer en fait nos cognitions, qui elles-mêmes ensuite allaient influencer nos comportements. Et ensuite, les conséquences à ces fameux comportements allaient après renforcer nos cognitions, mais également notre style d'attachement. En fait, on pourrait le schématiser sous cette forme-là, donc le cercle avec les styles d'attachement qui influencent les cognitions, qui elles-mêmes influencent les comportements. Et pour véritablement faire une analyse comme il faudrait de la relation de couple, il faudrait avoir en fait deux cercles, c'est-à-dire un premier cercle représentant le partenaire numéro 1 et un second cercle représentant le partenaire numéro 2. Et il faudrait ensuite regarder à quel point justement ces deux cercles s'influencent mutuellement et se renforcent également. Alors, la question ensuite, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les genres? Eh bien, en fait, c'est pas clair. On a beaucoup de littérature qui parle de style d'attachement et d'engagement et de vie de couple et de difficultés de couple, mais finalement, on n'a pas vraiment d'éléments qui fassent consensus. Alors, pour les deux genres, globalement, on a plutôt tendance à dire qu'un style d'attachement sécurisé serait plutôt associé à une relation satisfaisante. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut tout à fait avoir en fait des styles d'attachement autres que sécures qui peuvent également fonctionner dans une relation de couple. Par exemple, on voit que chez les hommes, un style d'attachement évitant impliquerait plutôt des difficultés à s'engager dans une relation stable avec une partenaire. Mais par contre, si on avait un duo attachement anxieux chez la dame et attachement évitant chez l'homme, eh bien finalement, on pourrait obtenir un style de couple qui pourrait quand même perdurer. Alors, je ne dis pas qu'ils seraient heureux ensemble, mais ça pourrait quand même tourner. Globalement, ce qu'on observe, c'est qu'un style d'attachement sécure chez la partenaire est davantage associé avec des relations de couple positives. Mais cela dit, avoir une partenaire qui a également un style d'attachement anxieux pourrait et aussi prédire la longévité du couple. Alors, sans doute, en fait, parce que la dame, justement, de par son attachement anxieux, va être à tout anticiper et à résoudre tous les problèmes, peut-être toute seule. En tout cas, la question restant ouverte là-dessus. Mais il faut garder juste en tête que nos différents styles d'attachement en soi ne sont pas réellement des facteurs permettant de prédire le succès ou l'échec d'une relation amoureuse. Alors, pour rester dans notre sujet sur la thérapie de couple, eh bien, une question qu'on pourrait se poser est pourquoi faire une thérapie de couple? Alors, une des premières explications possibles serait de comprendre ces difficultés.
Identifier les processus cognitifs, émotionnels, comportementaux qui sont à l'œuvre dans nos interactions. Identifier les styles d'interaction, justement, qu'on va avoir en tant que couple pour différentes situations. Mais ça peut être également pour identifier les forces du couple, celles qui peuvent être renforcées, mais celles également qui pourront être déployées pour résoudre les problèmes. Et puis après, ça peut être également pour comprendre les cognitions qui sont liées au partenaire et à la relation. Et puis ça peut être également pour examiner des facteurs internes, externes, qui peuvent affecter le fonctionnement conjugal. Et puis sinon, une autre explication sur pourquoi faire une thérapie de couple, ce serait pour optimiser justement le bien-être au sein du couple. Ça pourrait être pour pouvoir identifier les besoins et puis les objectifs de chacun des partenaires, ainsi que ceux du couple en tant qu'équipe. Et puis sinon, ça peut être aussi, comme motivation, on peut avoir également le fait de rompre de façon apaisée et constructive. Alors pour ce qui est de la thérapie de couple, il faut quand même savoir que moins de 25% des couples en détresse contactent un spécialiste en psychothérapie. 150% des cas, ce n'est pas leur premier contact avec un thérapeute de couple. Donc ça, c'est pareil. Il faudra investiguer pourquoi est-ce que justement ils avaient fait cette première démarche thérapeutique, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'ils en avaient tiré aussi, que ce soit en termes de bénéfices ou en désavantages. Et puis également, il faudra investiguer sur qu'est-ce qui avait été en fait mis en place, est-ce que ça a perduré, avec quel genre de conséquences, et puis sinon, si ça n'a pas perduré, bien du coup, pourquoi n'ont-ils pas perduré ces fameux changements? Et puis après, il faut savoir qu'il s'écoule en moyenne 6 ans entre l'apparition des premiers signes de dysfonctionnement et le premier contact avec un professionnel. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à avoir en tête parce que finalement, ça va vous expliquer aussi pourquoi est-ce que bien souvent, les personnes qui viennent consulter en thérapie de couple sont souvent sur des problèmes qui sont finalement chroniques. Et donc, il va falloir justement s'armer de patience pour pouvoir faire bouger les lignes puisque bien souvent, on va se retrouver face à des comportements ou des cognitions problématiques qui se sont un peu rigidifiées. La première consultation est souvent le résultat d'âpres négociations entre les partenaires. Et ça, c'est pareil. Ce qui va, en quelque sorte, ce qui va être aussi un point de repère pour vous, ça va être qui est-ce qui a pris contact avec vous, qui a pris le rendez-vous, et puis aussi qui était acteur dans cette démarche justement de prise de contact. Parfois, vous pouvez avoir en fait face à vous deux personnes qui ne sont pas du tout au même niveau de motivation. L'un pouvant être totalement dans l'action et le passage justement à l'action, tandis que l'autre va être encore en mode de pré-contemplation, c'est-à-dire encore en train de se dire il n'y a pas de problème. Ou alors peut-être en phase de contemplation, c'est-à-dire de se dire j'ai un problème ou nous avons un problème, mais en l'occurrence je ne sais pas trop quoi faire. Et puis parfois, la dissolution du couple peut être un résultat thérapeutique positif. Voilà, je pense qu'il est assez important de distinguer nos objectifs en tant que thérapeute des objectifs des personnes qu'on reçoit, mais également de se dire qu'une thérapie de couple, ne se termine pas nécessairement par le fait que chacun reparte main dans la main vers le soleil couchant. Ça peut être aussi simplement de se dire, ok, les gens sont là, mais ils se sont trop éloignés l'un de l'autre ou ils sont arrivés à un stade où ils ont des différends trop importants. Et donc finalement, ce qui va leur être positif, c'est justement le fait de pouvoir repartir chacun de leur côté. Alors, que nous apprennent les TCC. Donc là, je vous ai schématisé très brièvement, en fait, le modèle d'analyse fonctionnelle ABC de Ellis. Donc, tout d'abord, la situation, ou plutôt les antécédents. B, qui représente, en fait, behavior, c'est-à-dire tout ce qui va être les comportements. Chez les anglo-saxons, on parle de comportements couverts ou ouverts. Donc, comportements ouverts, c'est les comportements tels qu'on peut les observer. Les comportements couverts sont, en fait, nos cognitions, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes de pensée. Et puis enfin, on va avoir les comportements, mais on va avoir aussi les conséquences ensuite. Et donc, tous ces différents éléments vont s'influencer les uns les autres et cela va vous permettre de comprendre en fait comment justement les personnes fonctionnent. Point important, en observant les conséquences, normalement, vous devriez repérer également ce qui va renforcer les comportements. C'est-à-dire que, pour reprendre un petit peu la théorie du conditionnement skinnérien, eh bien, un comportement va se maintenir et se reproduire à condition soit qu'il apporte une conséquence positive qui ne serait pas apparue autrement sans ce comportement. Donc là, en l'occurrence, ce sera un renforcement positif, soit sinon parce qu'il permet d'éviter ou de se protéger de
une conséquence négative qui serait potentiellement arrivée s'il n'y avait pas eu le comportement. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un renforcement négatif. Je vous donne un exemple du coup assez typique des disputes de couple. Vous allez avoir par exemple, bon, d'accord, par exemple sur qui a laissé l'assiette sale dans l'évier au lieu de la laver. Voilà, ça c'est parfait pour démarrer une dispute. Donc, on va avoir ça comme situation. Nous aurons partenaire numéro 1 qui va du coup avoir un certain nombre d'émotions, de pensées autour de cette situation. Par exemple, la personne peut se sentir en colère de trouver cette assiette sale dans l'évier et peut avoir comme pensée à ce moment-là, je ne suis pas respectée, c'est à moi de tout faire. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Son comportement, ça va être je me chicane, d'accord? C'est je me dispute avec mon conjoint. Quel genre de conséquences ça peut avoir? Bah, peut-être que pendant que la personne est en train de s'énerver et de disputer son conjoint, eh bien la colère qu'elle ressentait dans la situation diminue progressivement parce qu'elle est en train de ventiler. Et donc, du coup, elle, ce qu'elle va retenir quelque part, c'est en me disputant, en ventilant finalement comme ça par le conflit, je peux justement faire baisser des émotions qui sont difficiles à vivre pour moi. Partenaire numéro 2, lui de son côté, même situation, là, il se fait chicaner, d'accord? Il ou elle, hein, ça n'a pas d'importance. Du coup, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir à ce moment-là? À ce moment-là, il peut se sentir, je ne sais pas moi, apeuré, triste. Il peut avoir comme pensée, quand mon partenaire est en train de hurler comme ça ne sert absolument à rien que je lui parle. Donc, il ou elle va peut-être adopter un comportement plutôt de retrait. C'est-à-dire un comportement, par exemple, soit de retrait physique, c'est-à-dire la personne part littéralement dans une autre pièce, ou alors un comportement plutôt de retrait interne, où la personne va, par exemple, penser à autre chose, ou elle va regarder ailleurs, ou elle va se concentrer sur d'autres trucs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bah, elle, en fait, comme elle n'intervient pas, bah, peut-être qu'au bout d'un certain temps, son partenaire arrête de s'énerver, puisque bah, de son côté, il ou elle a baissé sa colère. Et donc, finalement, bah, qu'est-ce qu'on va avoir comme impression? Bah, le conjoint numéro 2, lui, va se dire, voilà, en n'intervenant pas, je ne suis pas confronté à d'autres chicanes ou à d'autres énervements de la part de mon partenaire, ce qui était justement la chose que je voulais éviter. Donc, du coup, je vois que le fait de ne pas riposter ou de ne pas argumenter, finalement, est une stratégie valable puisqu'elle me préserve, finalement, de choses qui seraient potentiellement pénibles pour moi. Donc là, dans mon exemple, nous avons deux conjoints qui sont chacun sur une forme de renforcement négatif. Le premier, c'est en m'énervant, je fais baisser, du coup, des émotions qui étaient pénibles à vivre pour moi. Donc là, encore une fois, par mon comportement, j'évite ou je me protège de choses que je vois comme étant aversives et qui seraient là si je ne faisais pas mon comportement. Pour le partenaire numéro 2, le fait d'avoir une attitude de retrait permet, selon lui, de le préserver, de se faire encore plus engueuler. Donc là, encore une fois, renforcement négatif, c'est-à-dire mon comportement me permet de me préserver de choses qui seraient potentiellement aversives pour moi. Après, l'autre personne, c'est-à-dire, je reprends la situation, le partenaire numéro 2 pouvait aussi adopter une autre attitude. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, d'être sur une forme de retrait, il ou elle aurait pu également se dire, je vois que l'autre est en train de s'énerver, donc je vais faire la vaisselle. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Donc, pour le partenaire numéro 2 qui se met à faire la vaisselle pendant que l'autre est en train de s'énerver, eh bien, pour lui, à nouveau, c'est une forme de renforcement négatif. C'est-à-dire qu'il voit que, en mettant en place le comportement faire la vaisselle, son partenaire arrête de le disputer. Et donc, du coup, bah, un élément qui est aversif pour moi ne se produit pas parce que j'ai eu mon comportement. Donc, renforcement négatif. Maintenant, pour le premier partenaire, là, il voit que en s'étant énervé, eh bien, du coup, son partenaire se met à faire la vaisselle. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Là, par exemple, alors lui ou elle, là, il ou elle va se dire, bah, puisque mon partenaire ne fait la vaisselle que lorsque je m'énerve, du coup, ça va renforcer mon comportement de le disputer, puisque bah, des bonnes choses arrivent parce que justement, j'ai eu ce comportement. Donc là, ce sera un renforcement positif. Elle peut aussi l'interpréter sous la forme de c'est par mon énervement que l'autre se met à faire la vaisselle et donc me préserve d'une activité que je trouve très chiante. Là, on sera à nouveau sur du renforcement négatif, c'est-à-dire, eh bien, par mon comportement,
j'arrive à me préserver d'une situation que je trouvais pénible. Donc là, renforcement négatif. Voilà, j'espère que pour vous, c'est un petit peu plus clair et que ça vous permet également de mieux comprendre certains enjeux de certaines disputes qui peuvent être chroniques chez les couples. Voilà, donc comme je vous disais, les contingences de renforcement, voici ce que, voici schématisé ce que je vous ai expliqué tantôt. Alors, n'oubliez pas que ce qui va être aussi important, ce sont les anticipations et les facteurs historiques, mais également les schémas. Je n'ai pas le temps de vous parler des schémas là présentement, mais gardez en tête que justement, dans nos facteurs historiques, il va y avoir également ce que nous avons vécu, finalement, nos modèles également que nous avons eus, mais aussi, eh bien, comment se sont constitués nos rapports avec les personnes qui étaient un peu des modèles, mais aussi des figures d'attachement importantes pour nous. Alors, on va parler un petit peu plus d'Élise puisque j'ai commencé à vous en parler tantôt. Donc, Élise, en fait, c'est une des grandes figures de la thérapie cognitive. Et donc, Élise s'est beaucoup penchée notamment sur ce qui se passait et puis sur les obligations qu'on pouvait se mettre à nous-mêmes et qui pouvaient nous rendre malheureux. Mais également, il s'est penché sur comment celle-ci pouvait rentrer dans la thérapie de couple, enfin, dans les problèmes de couple et pouvait justement ensuite être adressée lors des thérapies de couple. Alors, en 86-89, Ellis et ses collègues ont développé en fait une version pour couple de la REPT. La REPT, si vous voulez, c'est la Rational Emotional Behavioral Therapy. Donc la thérapie rationnelle et émotionnelle et comportementale. Donc, lui, il part de ce principe-là. C'est d'abord que les humains, ils ont deux objectifs dans la vie, survivre et être heureux. Et donc, il dit que les relations interpersonnelles doivent contribuer justement à la réalisation de ces objectifs. Après, il voit aussi qu'on a tous des croyances irrationnelles et que celles-ci, eh bien, on va les entretenir à propos de nous-mêmes, mais on va les entretenir aussi à propos de notre partenaire et de notre relation de couple. Et donc, c'est ce qui va nous amener à nous sentir mécontents et à nous comporter de façon négative à la fois contre nous-mêmes et notre partenaire. Alors, généralement, les comportements, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ce qui va être important, justement, ça va être d'adresser ces fameuses croyances irrationnelles. Et ce sera la cible première, justement, de la thérapie, c'est-à-dire identifier et contrecarrer ces fameuses croyances dysfonctionnelles qu'on va avoir. Alors, dans la thérapie de couple, selon Elise, surtout, eh bien, on part de l'idée que les insatisfactions relationnelles existent lorsque l'un ou les deux partenaires n'aiment pas certains aspects de la relation. Et donc, cette fameuse perturbation relationnelle existe lorsqu'un ou les deux individus réagissent avec des émotions intenses et inappropriées, comme la colère, l'anxiété, l'insécurité, la jalousie, la douleur, la culpabilité, la dépression. Et puis, le plus souvent, ces émotions fortes vont provoquer des comportements qui eux-mêmes vont être dysfonctionnels et qui vont également perturber la relation chez le partenaire. Donc là, je vous ai mis en dessous l'analyse A, B, C de Ellis pour comprendre le comportement, mais également, du coup, sous la forme d'un cercle vicieux, un peu sa déclinaison pour justement comprendre ce qui se passe au niveau des couples. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est les insatisfactions d'un des partenaires vont influencer ses comportements qui eux-mêmes vont influencer les insatisfactions de l'autre partenaire, qui vont également influencer ces comportements qui vont être perturbateurs. Et du coup, ces comportements vont renforcer les insatisfactions de l'autre et ainsi de suite. On peut tourner donc très longtemps avec ce cercle vicieux. Alors, les principaux éléments de la thérapie de couple par Ellis, c'est d'abord que chacun devrait prendre ses responsabilités. Son idée, en fait, c'est que chacun des partenaires a une responsabilité dans les insatisfactions, les siennes et celles de son partenaire, et donc doit pouvoir justement reconnaître cette responsabilité et doit pouvoir également prendre en considération que d'abord, il est responsable de lui-même et certainement pas de l'autre, mais surtout qu'il est aussi responsable de sa façon de penser. On va alors travailler sur les croyances irrationnelles et on va les remplacer par des cognitions plus fonctionnelles. Et puis, on va également s'interroger. Voilà, est-ce que cette pensée, cette croyance, est-ce qu'elle est valide? Quel type de réponse émotionnelle ou comportementale elle va entraîner? Est-ce que je me porterai mieux sans cette pensée? Et puis, ça va être également, on va développer l'acceptation et le pardon de soi et de son partenaire et on va s'engager dans un plan d'action. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je reviens sur la slide d'avant. Voilà, donc on va prendre un couple dont je n'ai pas spécialement parlé. Voici une relation de couple qu'on peut observer. Donc,
deux partenaires, d'accord, avec un premier partenaire qui va être avec beaucoup des pensées autour des obligations, beaucoup des pensées du style je dois, il faut et ainsi de suite. Donc, ce partenaire numéro un va être beaucoup dans la pensée de pour que mon couple soit bien, pour que tout se passe au mieux, je dois être absolument irréprochable et je dois absolument tout faire. Voilà. Le problème est que du coup, cette façon de penser, ça ne peut que mener et la personne et son conjoint vers des insatisfactions. Bien souvent, la personne qui pense en mode je dois, il faut, va finalement soit s'épuiser, soit va ensuite arriver sur une forme de frustration. Parce qu'à un moment donné, elle se rend compte qu'elle s'oublie dans cette dynamique. Donc, ces insatisfactions, par exemple, vont entraîner des comportements qui peuvent être considérés comme perturbateurs. Par exemple, au bout d'un certain temps, comme elle est brûlée à force de tout faire, elle peut avoir des comportements, par exemple, d'irritation. Elle peut, par exemple, être plus brusque lorsqu'elle fait les choses, mais aussi elle peut commencer après à faire des remarques qui vont être plutôt agressives ou passives-agressives vis-à-vis de son partenaire. En face, le partenaire, lui aussi, peut avoir un certain nombre d'insatisfactions. Être confronté à une personne qui est perpétuellement dans ce mode sacrificiel, à dire il faut, je dois, c'est ma responsabilité de tout prendre en charge, si vous êtes face à une personnalité qui n'est pas justement dans une optique de se faire totalement infantiliser, ça va créer un certain nombre de mécontentements, mais également de frustration. Donc, peut-être que dans un premier temps, le partenaire va laisser faire et peut-être y trouver peut-être y trouver son compte, mais au bout d'un moment, ça ne peut que entraîner des pensées et puis des émotions négatives. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que finalement, les comportements du premier partenaire peuvent entraîner ou maximiser des insatisfactions chez le conjoint, qui en face vont également entraîner des comportements perturbateurs. Par exemple, lorsque finalement le premier conjoint qui endossait tout se met à dire là je suis trop épuisé et puis je fais tout et toi tu ne fais rien, tu pourrais m'aider et ainsi de suite, eh bien l'autre partenaire qui peut-être se sent infantilisé depuis déjà un petit moment peut lui répondre mais en même temps tu ne dis jamais ce que tu veux et puis quand j'essaye de faire tu ne me laisses jamais ou tu me critiques et ainsi de suite. Et donc là vous êtes rentré dans un très très bon cercle vicieux puisque bah, les insatisfactions de l'autre sur son impression de devoir tout gérer et son impression que il ou elle est en responsabilité de tout et son épuisement vont entraîner des comportements perturbateurs. Donc, par exemple, là, le fait de faire des reproches qui, en face, vont renforcer ou faire naître des insatisfactions chez l'autre, qui va ensuite avoir des comportements perturbateurs, comme par exemple le fameux t'avais qu'à demander, ou tu ne me laisses jamais faire, qui vont renforcer les insatisfactions de l'autre et peut-être même renforcer ses croyances dysfonctionnelles sur le fait que il ou elle devrait tout gérer, parce que visiblement l'autre a l'air de ne pas montrer la coopération attendue ou a l'air de montrer justement son inefficacité. Et donc, ce qui fait qu'après, ça va renforcer les comportements perturbateurs du premier et ainsi de suite. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait faire d'après Ellis, ce serait d'abord de pouvoir justement repérer les fameuses croyances dysfonctionnelles et de pouvoir les adresser. Par exemple, d'où vient cette fameuse pensée chez le premier conjoint de « il faudrait que je fasse tout ». D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est réellement une pensée rationnelle? Est-ce que réellement c'est une pensée qui il ou elle qui le rend lui ou elle heureuse, voilà, ou heureux. Et idem pour les pensées dysfonctionnelles de l'autre conjoint. Je recommence là-dessus, c'est que s'ils sont dans cette panade, c'est que probablement à un moment donné, l'un et l'autre y trouvaient leur compte. On n'arrive pas dans un comportement dysfonctionnel de façon brutale et c'est généralement un processus qui a pris un certain temps et qui s'est renforcé au fur et à mesure du temps. Donc là, pareil, on va adresser les pensées dysfonctionnelles chez l'autre conjoint. Par exemple, en pensée dysfonctionnelle, ça pourrait être dès que j'essaye de faire quelque chose, je me fais disputer, donc c'est plus simple de ne rien faire. À ce moment-là, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, on va, voilà, non seulement adresser ces fameuses croyances irrationnelles, mais on va également faire repérer à chacun sa responsabilité dans la problématique conjugale et on va aussi pouvoir développer le pardon et puis
l'acceptation. Donc, le pardon de soi-même, le pardon de l'autre, mais également l'acceptation. Alors, acceptation de soi, évidemment, ça ne veut pas dire moi, je suis comme ça et je ne changerai jamais. C'est plutôt de pouvoir se dire, OK, j'accepte d'avoir peut-être plus d'exigences sur certains points que mon partenaire, mais pour autant, voilà, il faut aussi que je puisse avoir plus de flexibilité, par exemple. Et puis après, on peut s'engager également dans un plan d'action. Là, ce qu'on va faire, par exemple, c'est déterminer, OK, visiblement, le fait que l'un prenne tout en charge et que l'autre soit totalement infantilisé est un problème dans cette relation de couple. C'est insatisfaisant pour les deux. Donc, on va regarder au niveau de résolution de problème, qu'est-ce qui pourrait justement être une solution et, ou plusieurs solutions et pourrait permettre de trouver la satisfaction justement pour les deux conjoints. Alors, là-dedans, on se dit, mais finalement, on ne parle pas beaucoup des émotions. Et effectivement, il faut savoir que les émotions n'ont été prises en compte dans les TCC que finalement assez récemment. Donc, à partir de 95, on a notamment Carnet et Bradbury qui vont se pencher sur le rôle joué par les traits de personnalité des conjoints et les conduites d'attachement. C'est quand même assez récent. 96. Là, à ce moment-là, on va ajouter dans les objectifs à la TCC du couple l'acceptation des différences et l'augmentation de la capacité de tolérance et de l'intimité et le développement de l'empathie. Ensuite, 2002, c'était hier pour ainsi dire, on a Epstein et Bocon qui vont montrer qu'on ne peut pas traiter de façon indifférenciée les membres du couple et qu'il faut prendre en considération les styles d'attachement. Et puis ensuite, à partir de 2006, on a Godbout, Lucier et puis Sabourin qui vont étudier les impacts des traumas infantiles sur la relation de couple. Je reprends rapidement du coup ce que je vous présentais comme style de couple justement pour la personne qui est avec ses pensées de je suis obligé de tout prendre en charge, où il faut absolument que je sois parfait ou parfaite, ou que je gère tout pour que tout se passe bien, eh bien, ça vaut le coup justement d'investiguer qu'est-ce qui a fait que cette croyance soit implantée chez elle. Est-ce que c'est par modeling, c'est-à-dire est-ce que par exemple, il ou elle a créé cette pensée en observant une figure de référence, d'attachement qui avait ce style de pensée et ce style de comportement? Ou est-ce que ce style de pensée s'est créé finalement en tant que pensée ou comportement protecteur suite à des traumatismes plus anciens? Bien souvent, on a des personnes qui vont penser il faut que je sois parfait ou il faut que je prenne tout en charge à la suite en fait de vécus de maltraitance ou de négligence dans l'enfance. Ou par exemple, va s'être créée dans leur esprit la pensée de si je suis parfait, je ne serai plus ou pas maltraité par mon parent. Évidemment, c'est une pensée qui est pas rationnelle puisque malheureusement, ce n'est pas à l'enfant de faire preuve justement de responsabilité pour pouvoir se préserver d'éventuels comportements maltraitants ou négligents de la part du parent. C'est aux parents de faire le boulot, mais bien souvent, les enfants vont malheureusement endosser ce rôle-là et donc ça et cette pensée-là. Et donc ça va valoir le coup justement de pouvoir le repérer chez les personnes qui ont ce type de cognition qui sont irrationnelles parce que justement, si vous avez connaissance de cette origine potentiellement traumatique, vous saurez aussi comment s'est créée cette pensée irrationnelle, pourquoi est-ce qu'elle se maintient là aussi à travers les relations, mais également ce sera aussi un point sur lequel travailler pour pouvoir justement aider la personne à retrouver une paix interne. Alors, là où on va se rejoindre avec les théories de l'attachement, comme je vous expliquais depuis le départ, les cognitions vont influencer nos interprétations, mais elles vont également guider nos attentes envers l'autre et envers notre relation. Globalement, les TCC de couple, elles s'inspirent beaucoup des théories de l'interdépendance. Et chaque membre du couple a la capacité d'influencer les affects, les cognitions, les comportements de l'autre en fonction de sa façon d'interagir. Les couples insatisfaits, généralement, ils tendent à percevoir davantage les aspects négatifs de leur relation et à davantage interpréter les comportements et intentions de l'autre comme étant négatifs. Si vous êtes sur un style d'attachement anxieux ou sur un style d'attachement évitant, ce sera d'autant plus facile, entre guillemets, d'arriver à ce type de conclusion. À l'inverse, les personnes qui sont capables de répondre positivement aux demandes de discussion de l'autre, c'est-à-dire des personnes qui seraient plutôt à ce moment-là sur un style d'attachement sécure, forcément montreront de meilleures compétences de résolution de problèmes et
a priori, influenceront également positivement les affects du ou de la partenaire et auront un niveau de satisfaction maritale plus élevé. Alors, on va quand même nuancer un petit peu les choses en rappelant que ce n'est pas le style d'attachement qui prédit le succès ou l'échec du couple et que, bah, encore une fois, avec un style d'attachement anxieux, vous pouvez aussi vous retrouver à avoir en apparence un couple qui fonctionne bien, puisque justement, bah, celui qui a l'attachement anxieux va être perpétuellement en train de rechercher justement l'approbation de l'autre et être en train de rechercher comment soulager tout le monde de tous ces problèmes. Et puis, on a un modèle également pour expliquer la dépendance et l'instabilité des relations de couple. C'est celui qui a été fait en 98 par Rosebolt, Martz et Agnew. Alors, globalement, dans les relations amoureuses, les individus, ils deviennent progressivement dépendants. En général, la dépendance s'installe progressivement ou elle peut s'installer assez rapidement. Mais après, il faut savoir qu'une dépendance n'est pas forcément malsaine. On peut avoir une interdépendance dans le couple qui peut être tout à fait satisfaisante pour les deux. Alors, généralement, ce qui va expliquer justement la mise en place de cette dépendance, et ça va être trois raisons. Le haut degré de satisfaction qu'on éprouve parce que on a le sentiment que nos besoins affectifs, sexuels, intellectuels sont comblés. La perception qu'en dehors de leur relation, bah, il y aurait peu de partenaires qui seraient plus attrayants que le conjoint actuel. Ou alors l'investissement affectif et matériel qu'on va avoir accumulé au fil de la relation qui va faire que ça augmente progressivement sa valeur. Et puis toujours d'après Rosebolt et ses collègues, on aurait aussi une dépendance saine, comme je vous disais, mais on peut aussi avoir une dépendance qui serait entre guillemets malsaine. Une dépendance entre guillemets malsaine, assez typiquement, ça va être une dépendance où il y a un déséquilibre et où un des partenaires est véritablement sous l'emprise de l'autre, ou en tout cas se retrouverait en fait véritablement en danger, soit avec, soit sans le partenaire en question. On a un assez bon exemple de dépendance malsaine d'ailleurs avec le couple formé par Bella et Edward dans Twilight. Il faut quand même rappeler que Edward domine littéralement Bella déjà par son âge, puisqu'il faut rappeler qu'il a genre 118 ans, mais également par la force qu'il peut avoir en tant que vampire, mais également par rapport au fait qu'elle est beaucoup plus dans la dépendance et beaucoup plus engagée dans la relation que lui ne l'est. Lui mettant beaucoup en avant des arguments de sécurité, de choses comme ça. Il faut quand même rappeler que lorsque finalement, dans le deuxième opus, il la quitte encore une fois avec des arguments sécuritaires, elle se laisse quasiment littéralement mourir. Donc là, on peut dire qu'on est dans une forme de dépendance qui serait malsaine. Alors, en tous les cas, dans le type de modèle là voilà, qu'ont mis en avant Rosebolt, Marx et Agnew concernant la dépendance, eh ben, les difficultés d'engagement, elles vont être conceptualisées comme étant la conséquence plutôt que la cause des déficits sur le plan de l'intimité et d'un faible rapport coût-bénéfice au sein de l'union. Il y a aussi une théorie tout à fait intéressante qui est assez ancienne puisqu'elle date des années 50, c'est celle de la théorie autour des échanges qui suppose que ce qui va faire perdurer une relation, que ce soit une relation de couple, une relation parent-enfant, une relation amicale, une relation professionnelle, peu importe, eh bien, ce sont les échanges et l'équilibre entre les échanges qu'on va avoir. Et donc, l'idée est que finalement, on se sépare ou on quitte la relation lorsque finalement, on a l'impression que les échanges ne sont plus équilibrés ou lorsqu'on perçoit qu'on pourrait avoir de meilleurs échanges si on était en dehors de cette fameuse relation. Alors, que vont proposer les TCC? Eh ben, elles vont proposer le fait de repérer et de travailler sur les patrons d'interaction dysfonctionnels. On va également travailler sur la compréhension et l'intégration des besoins émotionnels, que ce soit les nôtres ou ceux de notre conjoint. Et puis, on va travailler également sur le dévoilement des sentiments et puis des besoins en présence d'un partenaire qui sera plutôt réceptif et qui ne jugera pas. Donc, on va beaucoup travailler finalement sur l'affirmation de soi lorsqu'on est en thérapie de couple. Et puis, on va essayer aussi de favoriser des nouvelles formes d'engagement émotionnel. On va tenter de développer des nouveaux comportements, de favoriser des réponses plus satisfaisantes et surtout de rétablir un climat d'intimité. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer et développer les styles de communication. Un premier exercice qu'on peut faire justement en thérapie de couple, eh bien, c'est celui du journaliste, si vous voulez, ou de l'intervieweur. C'est-à-dire, on a les deux membres du couple qui sont présents et on va demander à ce que, à tour de rôle, ils prennent le rôle de l'intervieweur et de l'interviewé. L'idée étant que l'intervieweur
laisse parler l'interviewé, n'intervient pas. Et à la suite, justement, de l'interview, il ou elle doit faire un compte-rendu de ce qu'il a compris de ce que l'autre disait et l'autre, justement, l'interviewé, doit pouvoir valider ou corriger ce que le premier a compris. Alors, on va travailler beaucoup sur la restructuration cognitive. On va travailler sur tout ce qui peut être croyances dysfonctionnelles autour de l'amour, autour du couple, de la sexualité et surtout sur les idéaux qu'on peut avoir dessus. D'où l'intérêt justement d'avoir investigué ça et de ce que je vous présentais en première partie. Bien souvent, on va se rendre compte que on s'est construit, nous, mais également les personnes qu'on reçoit, à partir d'idéaux qui sont finalement pas réellement très fonctionnels ou en tout cas qui ne sont pas très conformes à la réalité. Et donc, du coup, on va justement retravailler ça, de pouvoir se dire que certains idéaux qu'on va mettre en avant, peut-être sont trop rigides et nous font peut-être plus souffrir et souffrir notre partenaire que nous apportent des bonnes choses. On va aussi chercher à identifier et à exprimer nos émotions et à entendre celles de l'autre. Bien souvent, on a tendance à, et d'ailleurs je me rends compte que j'ai aussi commis cette bourde là précédemment, on a bien souvent tendance à classer nos émotions entre positives et négatives ou entre bonnes et mauvaises émotions. Dans la réalité, aucune émotion en soi n'a de valeur, qu'elle soit positive ou négative. Dans la réalité, une émotion est une émotion, c'est-à-dire que c'est quelque chose que notre corps, notre cerveau a produit, mais qui ne porte en soi pas de valeur bonne ou mauvaise. Et donc, le fait justement d'avoir tendance à classer nos émotions entre positifs, négatifs, bons ou mauvais, ça va avoir pour effet délétère qu'on va par exemple penser qu'il y a des bonnes émotions qui valent le coup d'être exprimées et qu'il y aurait des mauvaises émotions dont il faudrait se préserver parce qu'elles seraient potentiellement dangereuses. C'est beaucoup ce qu'on va penser concernant la tristesse ou concernant la colère, sauf que ce n'est pas le cas. Notre tristesse ou notre colère, elles viennent nous renseigner sur notre relation, elles viennent nous renseigner sur ce qu'on vit, elles viennent nous renseigner aussi sur ce qu'on va penser. Donc en soi, ce sont plutôt des bons indicateurs. Après, encore une fois, on peut avoir des colères qui vont être irrationnelles parce qu'elles sont justement motivées par des pensées qui sont irrationnelles et elles vont renforcer ces pensées irrationnelles. Du coup, on va travailler là-dessus, mais en aucun cas, on va être dans la suppression justement de cette colère ou de cette tristesse. Donc voilà, l'idée est vraiment de pouvoir identifier et exprimer nos émotions. Autre chose importante, il faut savoir que socialement, on a tendance aussi à considérer que justement, on aurait des émotions qui seraient positives, négatives, mais on a aussi tendance à considérer qu'il y aurait des émotions qui seraient plutôt valables socialement pour les hommes et plutôt valables socialement pour les femmes. Et donc, beaucoup de femmes ne vont pas s'autoriser à cause de ça à exprimer leur colère. À la place, elles vont plutôt l'exprimer sous la forme de la tristesse. Tout comme en face, on va avoir des hommes qui ne vont pas s'autoriser à exprimer leur tristesse et qui vont plutôt l'exprimer sous la forme de débordement de colère parce que socialement, on les a plutôt encouragés dans cette forme d'expression. Et là, pareil, ça vaut le coup justement de pouvoir identifier quelles sont les émotions sous-jacentes, mais également de pouvoir dire qu'on peut s'autoriser à les exprimer, quel que soit notre genre. On va aussi encourager l'expression des émotions, bon voilà, positives, négatives. Désolée encore une fois pour voilà cette erreur de langage. Et on va aussi encourager les partenaires à prendre soin et à se soutenir l'un l'autre lorsqu'ils expriment leurs émotions. Surtout, ce qui est important, c'est de soutenir la validation. Bien trop souvent, dans nos relations avec les autres, et d'autant plus dans nos relations avec nos conjoints, on va avoir tendance à les invalider, c'est-à-dire à leur dire, mais non, tu ne devrais pas être autant stressé, tu ne devrais pas être autant triste, ça ne devrait pas autant te toucher, tu ne devrais pas gna gna gna. Bon, voilà, peut-être que ça part d'un bon sentiment dans le sens où on voudrait les soulager d'émotions qui ont l'air pénibles, mais le problème c'est que là ça a tendance plutôt à les invalider, ce qui va faire plutôt penser à la personne que du coup ces émotions ne peuvent pas être entendues par l'autre et donc ce qui va faire qu'elle va éviter du coup de les exprimer ou alors elle les exprimera sous une forme qui a l'air d'être plus entendable pour l'autre ou en tout cas qui va être davantage validée. Je reviens encore une fois sur la notion de renforcement. Par exemple, pour les femmes, bien souvent, si elles expriment leur colère, on va plutôt les invalider. On va avoir très facilement tendance à dire oui, mais tu te comportes comme une hystérique, par exemple. Et donc, du coup,
à plutôt ne pas les entendre ou en tout cas à mettre en place des conséquences plutôt punitives face à l'expression de la colère. À l'inverse, lorsqu'elles expriment de la tristesse avec des pleurs, des choses comme ça, là, les autres vont plutôt avoir tendance à avoir des comportements de réassurance ou des comportements plus dans l'écoute qu'ils ne l'auraient avec la colère. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que en adoptant certains comportements, on va être davantage entendu et on va du coup se préserver de conséquences punitives. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je suis davantage entendu parce que je pleure, là, j'ai une conséquence positive qui n'arriverait pas si je n'avais pas ce comportement-là. Donc, le fait qu'on m'écoute, c'est plutôt un renforcement positif. Autre version, en exprimant des pleurs plutôt que de la colère, du coup, des conséquences aversives ne surviennent pas, le fait de me faire traiter d'hystérique ou de ne pas être entendu ou de me faire disputer. Là, du coup, on serait sur une forme de renforcement négatif. Voilà. Donc, c'est important justement de pouvoir stimuler le fait de reconnaître ses émotions et le fait de pouvoir entendre également les siennes et celles de son partenaire. Et donc, on va beaucoup travailler sur le développement de l'empathie. Et puis pour ce qui est de la communication dans le couple, on va utiliser justement à nouveau notre analyse fonctionnelle, donc là que je vous ai mis. Et puis également, on va regarder comment les comportements négatifs et la communication dysfonctionnelle vont justement nous renseigner sur ce qui se passe en termes de communication au sein du couple. Alors, ce qu'on va beaucoup chercher là en termes de communication, c'est le développement de l'empathie et l'affirmation de soi. C'est-à-dire le fait de pouvoir communiquer de façon affirmée, ça va être de pouvoir déjà reconnaître ses émotions, mais également reconnaître l'émotion de l'autre et pouvoir tenir de façon égale en considération nos émotions et celles de l'autre. Logiquement, ça devrait permettre justement d'être sur un style de communication qui sera plus satisfaisant et pour soi-même et pour son partenaire. Alors, point important, les caractéristiques personnelles des partenaires vont jouer un rôle prépondérant. Si on a un partenaire qui a des difficultés à exprimer ou à identifier ses émotions, bien souvent, ça va influencer son style de communication qui, du coup, ne sera pas forcément celui qu'il souhaitait, mais surtout ne sera pas forcément adapté. Et puis enfin, les émotions, elles vont influencer nos cognitions, mais également, elles vont influencer nos capacités au niveau neuropsychologique, c'est-à-dire qu'on aura davantage tendance à mémoriser des situations dans lesquelles on a eu de fortes émotions et des cognitions assez importantes, plutôt que celles dans lesquelles on va avoir des émotions qui nous semblent plus neutres ou en tout cas moins fortes et des cognitions également moins fortes. Cela peut vous expliquer pourquoi est-ce que lorsque vous demandez aux personnes, par exemple, de décrire comment est leur situation de couple, ils vont beaucoup parler de situations qui auront généré des émotions fortes, que ce soit sur le côté entre guillemets positif ou entre guillemets négatif. Alors, à quel challenge vont faire face les couples qu'on appelle couples mixtes? Bien souvent, ils vont affronter les mêmes défis que les autres couples. Alors, beaucoup, en fait, vont avoir, notamment s'ils sont sur un couple hétérosexuel, vont avoir à affronter des défis autour des rôles genrés, de la communication, de la résolution de conflits, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une chose, c'est que les couples mixtes vont également affronter des défis qui leur sont spécifiques, notamment autour des privilèges raciaux des regards sociétaux, de l'acceptation de la part des familles ou des communautés, mais également des enjeux autour des différences culturelles. Et le problème, c'est que bien souvent, ces thèmes vont être très peu abordés, aussi bien lors de la consultation ou même dans la littérature, que ce soit la littérature grand public ou la littérature scientifique. On a encore peu tendance à explorer ces thèmes-là et pourtant, ils vont être assez déterminants pour le couple. Souvent, les couples qu'on appelle des couples mixtes, dans les premiers temps de leur relation, vont avoir affronté un défi qui est celui de convaincre les autres de leur légitimité. Et ça, c'est un défi qui leur est spécifique. On ne le retrouve pas chez les couples qui sont composés de personnes qui sont issues de la même ethnie ou du même groupe social et ainsi de suite. Donc voilà. Défi spécifique du couple mixte, c'est d'affronter le regard des autres et surtout le fait que les autres vont questionner leur légitimité et surtout questionner leur longévité. On va également adresser les différences, non pas en tant que caractéristiques individuelles, mais en tant que construction sociale qui peuvent
potentiellement avoir des impacts au niveau social, environnemental, psychologique et qui peuvent également jouer un rôle dans les dysfonctionnements traversés par le couple. Je vais à présent faire une petite pause et nous reviendrons plus tard sur la question des couples de même sexe, mais également sur la question des répartitions des tâches ménagères qui sont aussi un enjeu de conflit au sein du couple.